Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé que devient l'amour après la cérémonie de mariage? Si vous interrogez plusieurs personnes connaissant un mariage difficile ou divorcé et vous leur posez cette question, vous entendrez les réponses telles que « Je croyais sincèrement que nous nous aimions, mais après notre mariage, tout s'est écroulé. » D'autres vous diront « Avant le mariage, tout se passait bien. Mais une fois marié, c'est comme si je ne savais plus rien faire de bon. » Le désir de connaître l'amour romantique dans le mariage est profondément ancré dans notre nature psychologique. Comment se fait-il alors que si peu de couples trouvent le secret pour conserver leur amour vivace après le mariage? Pourquoi tant de couples divorcent de nos jours? En fait, une vérité primordiale a été négligée. Les êtres humains parlent différents langages d'amour. Nous avons appris depuis tout petit la langue de nos parents ou du pays dans lequel nous avons grandi. Elle est devenue notre langue maternelle ou première langue. Si vous ne parlez que votre langue maternelle et que vous rencontrez une personne qui ne s'exprime que dans sa langue natale, différente de la vôtre, la communication entre vous sera très limitée. Pour communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures ou d'autres pays, vous devez apprendre leur langue. Et vous savez quoi? Il en va de même dans le domaine de l'amour et beaucoup de personnes l'ignorent. Votre langage d'amour et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le japonais l'est du français. Vous avez beau essayer d'exprimer votre amour en français, si votre conjoint ne comprend que le japonais, vous ne saurez jamais que vous vous aimez. Gary Chapman est un conseiller conjugal qui a travaillé pendant plus de 20 ans sur ce sujet, en accompagnant de nombreux couples mariés. Et il est arrivé à la conclusion qu'il existe 5 moyens principaux pour exprimer l'amour sentimental que parlent et comprennent les êtres humains. Il s'est rendu compte que l'ignorance des langages de l'amour cause de sérieux problèmes dans les couples allant jusqu'au divorce dans un grand nombre de cas. La clé du mariage ou d'une relation durable serait donc de comprendre et parler le langage sentimental que comprend son conjoint. Il décrit cela dans son livre intitulé « Les langages de l'amour » que je vais résumer dans cette vidéo. D'après l'auteur, parmi les 5 langages d'amour, nous avons tous généralement 2 langages auxquels nous sommes le plus réceptifs. Un langage d'amour principal et un secondaire. Tout l'enjeu est donc de découvrir les 2 langages d'amour principaux que votre conjoint comprend le mieux. Le fait de connaître et de parler les langages d'amour principaux que comprend votre conjoint permet de remplir continuellement son réservoir d'amour. Ainsi, votre conjoint se sentira toujours aimé. Mais avant d'aborder les 5 langages de l'amour, il est important de parler du coup de foudre. Nous parvenons généralement au mariage ou à nous mettre en couple parce que nous sommes tombés amoureux. Vous avez rencontré quelqu'un dont le physique et la personnalité provoquent en vous une onde électrique qui a déclenché votre système amoureux. Vous cherchez à mieux connaître la personne en question. Le premier pas consistera peut-être à partager un verre ou un repas ensemble, mais la nourriture n'a que peu d'importance dans cette phase d'approche. Vous êtes en quête d'amour. Lorsque les sentiments d'amour sont réciproques, beaucoup de couples vont commencer à parler mariage, car chacun s'accorde à dire que le fait d'être amoureux constitue la base nécessaire à une union durable. À son apogée, l'expérience du coup de foudre est euphorique. Chacun est obsédé par l'autre. Vous vous endormez en passant l'un à l'autre. Au réveil, votre première pensée lui revient. Vous aspirez à vous retrouver. Passer du temps ensemble, c'est déjà être au paradis. Quand vous prenez par la main, vous avez l'impression que le même sang circule dans vos veines. S'il n'y avait pas les cours ou le travail, vos baisers s'éterniseraient. Vos enlacements stimulent les rêves de mariage et de bonheur éternel. Malheureusement, l'éternité du sentiment amoureux est une fiction et non une réalité. Le docteur Dorothy Tennov, psychologue, a procédé à des investigations poussées sur ce sentiment. Après avoir rencontré de très nombreux couples, elle a conclu que la durée de vie moyenne du coup de foudre est de 2 ans. Dans certains cas, il dure un peu plus longtemps. Mais vous finissez toujours par redescendre de votre nuage et poser les pieds sur terre. Vos yeux s'ouvrent et vous voyez les imperfections de l'autre.
Vous finissez par admettre que certains de ces traits de caractère sont irritants, certaines de ces habitudes lassantes. Le conjoint est capable de vous blesser, de se mettre en colère, de prononcer des paroles dures et d'émettre des jugements critiques. Ces défauts qui paraissaient insignifiants quand vous étiez amoureux deviennent des montagnes. Bienvenue dans le monde réel du mariage. Dans ce monde, un regard peut blesser et une parole anéantir. Les amoureux fous d'autrefois deviennent des adversaires et le mariage un champ de bataille. Qu'est-il arrivé au sentiment amoureux? Hélas, il n'était qu'une illusion qui vous a poussé à signer au bas d'un document officiel pour le meilleur et pour le pire. Il n'est pas étonnant que plusieurs en viennent à maudire le mariage et le conjoint qu'ils ont follement aimé un jour. Le problème réside dans une mauvaise information. Il s'agit de l'idée que l'amour romantique durerait éternellement. L'euphorie du coup de foudre donne l'impression illusoire d'une relation étroite. Vous avez la sensation que vous vous appartenez. Vous croyez pouvoir résoudre tous les problèmes. Chacun est extrêmement généreux pour l'autre. L'obsession amoureuse vous donne le sentiment faux que tout égocentrisme a été éradiqué en vous, que vous êtes devenu une sorte de Mère Teresa, prête à tout sacrifier au profit de l'être aimé. La raison qui nous pousse à le faire si librement, c'est que nous imaginons l'autre animé des mêmes dispositions envers nous. Ce raisonnement est purement imaginaire. Ce n'est pas faute d'être sincère dans ce que nous pensons et ressentons, mais nous ne sommes pas réalistes. Nous omettons de tenir compte de la nature humaine ordinaire. Par nature, nous sommes égocentriques. Tout tourne autour de nous. Aucun de nous n'est parfaitement altruiste. L'euphorie du sentiment amoureux ne nous donne que l'illusion de l'être. Une fois que ce sentiment a épuisé sa durée de vie naturelle, nous réintégrons le monde de la réalité et nous commençons à penser de nouveau à nous-mêmes. Le mari exprime ses désirs, mais ils sont différents de ceux de sa femme. Peu à peu, l'illusion d'intimité se dissipe pour faire place aux désirs, aux émotions, aux pensées, aux habitudes de chacun des conjoints. Le coup de foudre ne peut ainsi être rattaché à l'amour véritable pour 3 raisons. Premièrement, il ne procède pas d'une décision volontaire ni d'un choix conscient. En effet, quels que soient les efforts déployés pour tomber amoureux, vous n'y parvenez pas. Ce sentiment s'empare de vous sans que vous l'ayez recherché. Deuxièmement, ce n'est pas de l'amour parce qu'il ne nécessite aucun effort. Quoi que vous fassiez lorsque vous êtes amoureux d'une personne au début, cela n'exige de votre part que peu de discipline et d'efforts conscients. La conversation téléphonique longue et coûteuse, l'argent que vous dépensez en voyage pour vous rencontrer, les cadeaux que vous vous offrez, les projets d'avenir que vous échafaudez, tout cela ne représente rien de difficile pour vous. De même que l'instinct de l'oiseau le pousse à bâtir un nid, l'instinct sous-jacent à l'obsession amoureuse vous pousse à accomplir des choses étranges et surnaturelles pour l'être aimé. Troisièmement, celui qui est amoureux n'est pas vraiment soucieux du développement personnel de l'autre. L'être aimé n'a certainement pas besoin de progresser puisqu'il est déjà parfait. Vous souhaitez simplement qu'il le reste. Quand les sentiments romantiques disparaissent, comme la marée descendante, et que les conjoints se retrouvent dans le monde réel où les différences s'étalent en pleine lumière, combien se sont déjà interrogés? Pourquoi nous sommes-nous mariés? Nous ne sommes d'accord sur rien. Pourtant, lorsque vous êtes sur les nuages du bonheur sentimental, vous pensez être d'accord sur tout, au moins sur les choses importantes. Cela signifie-t-il qu'une fois pris dans les liens du mariage, pour être tombé sous le charme de l'illusion amoureuse, n'existe-t-il que 2 solutions? Vivre avec votre conjoint une vie misérable et triste le restant de vos jours, ou bien quitter la barque conjugale qui prend l'eau pour vous engager dans une nouvelle aventure sentimentale? Notre génération penche de plus en plus pour la deuxième formule, alors que nos ancêtres choisissaient plutôt la première. Pourtant, la perspective de mieux réussir son mariage la 2e ou la 3e fois ne repose sur aucune preuve. Il existe une meilleure solution. Reconnaître le coup de foudre pour ce qu'il est, un point fort d'une expérience sentimentale temporaire
et recherchez désormais le véritable amour à l'égard de votre conjoint. Cet amour appartient lui aussi au domaine de l'émotion, mais pas à celui de l'obsession. Il associe raison et sentiment. Il s'agit d'apprendre à s'aimer sans le besoin euphorique d'être amoureux. Cet amour-là fait intervenir l'effort et la discipline. C'est la décision de consacrer votre énergie au profit de l'autre, sachant que si sa vie est enrichie par vos efforts, la vôtre le sera également en retour, car vous éprouvez la satisfaction d'aimer correctement votre conjoint. L'euphorie du coup de foudre n'est plus de mise. En fait, le véritable amour ne peut se mettre en place tant que l'amour obsessionnel n'a pas disparu. N'attachez donc pas trop d'importance aux actions bienveillantes et généreuses accomplies sous l'influence du coup de foudre, car dans cet état, vous êtes mû par une force qui transcende votre comportement normal. Mais si de retour dans le monde réel des choix humains, vous faites preuve de bonté et de générosité, alors vous témoignez d'un amour réel. Si vous êtes marié ou en couple, vous avez donc la possibilité d'aimer après la disparition du coup de foudre, une fois revenu dans le monde des réalités. Mais pour que cela puisse fonctionner, il est indispensable que vous découvrez et parlez le langage d'amour principal et secondaire de votre conjoint. Les paroles valorisantes. Barbara avait toujours aimé écrire. Vers la fin de son cycle universitaire, elle suivit quelques cours de journalisme. Elle découvrit rapidement que la rédaction la passionnait beaucoup plus que l'histoire, qui était pourtant la matière principale de son cursus, mais il était trop tard pour changer de voie. Néanmoins, après avoir quitté l'université et mis au monde son premier bébé, elle écrivit plusieurs articles. Elle en soumit un à une revue, mais le rejet qu'elle essuya la découragea et elle ne renouvela pas sa démarche. Quand ses enfants furent plus grands, elle put disposer de plus de temps et se mit de nouveau à écrire. Julien, le mari de Barbara, n'avait montré que peu d'intérêt pour les écrits de sa femme pendant les premières années de leur mariage. Il s'estimait assez pris par son propre travail et son désir de grimper dans l'échelle sociale. Mais avec le temps, Julien a appris à accorder plus d'attention à sa femme et à ses centres d'intérêt. C'est donc tout naturellement qu'un soir, il prit un manuscrit de Barbara et le parcourut. Quand il eut fini, il se rendit dans le bureau de sa femme qui était en train de lire. Il ne put maîtriser son enthousiasme et s'exclama en disant « J'ai horreur de t'interrompre dans ta lecture, mais je tiens à te dire ceci. Je viens de lire ton article. Barbara, tu es un grand écrivain. Ton texte mériterait d'être publié. Ton écriture coule admirablement. Ton style est fascinant. Il faut absolument que tu soumettes ton travail à quelques éditeurs de revue. » « Penses-tu sincèrement ce que tu dis ?» demanda Barbara incrédule. « Absolument, » répéta Julien. Lorsque Julien quitta la pièce, Barbara ne reprit pas sa lecture. Le livre fermé sur ses genoux. Elle resta une demi-heure à repasser en mémoire les paroles de son mari. Elle se demandait si le regard qu'il portait sur ses écrits serait partagé par d'autres personnes. Elle se souvint de l'échec cuisant qu'elle avait connu quelques années plus tôt, mais elle se dit que désormais elle avait changé. Elle avait progressé dans l'art d'écrire et elle avait plus d'expérience. Avant de se lever, Barbara avait pris une décision. Elle présenterait ses articles et demanderait au rédacteur s'ils pouvaient être publiés. Julien a prononcé ces paroles d'encouragement il y a plusieurs années déjà. Depuis, Barbara a publié de nombreux articles. Elle a même décroché un contrat pour écrire un livre. Bien qu'excellent écrivain, il avait fallu à Barbara les mots d'encouragement de son mari pour l'inciter à renouveler sa démarche et faire publier ses écrits. Comme Barbara, il se peut que votre conjoint recèle de ressources inexploitées dans un ou plusieurs domaines. Il n'attend peut-être qu'un mot d'encouragement de votre part pour les mettre en valeur. Cependant, il y a une règle d'or à respecter. Ne faites pas pression sur votre conjoint pour qu'il se lance dans ce que vous désirez. Il s'agit de l'encourager à concrétiser un désir qu'il possède déjà. Une façon d'exprimer notre amour consistait ainsi à prononcer des paroles qui font du bien à votre conjoint. L'écrivain Mark Twain dit un jour « Un bon compliment me permet de vivre 2 mois. »
Des compliments verbaux, des mots d'appréciation, des encouragements sont des puissants communicateurs d'amour. Ils s'expriment le mieux sous la forme d'affirmations simples et directes telles que tu es vraiment ravissante dans cette robe. J'apprécie beaucoup que tu aies lavé la vaisselle aujourd'hui. Merci d'avoir trouvé quelqu'un pour garder les enfants. Je suis très sensible à ton initiative. Je suis vraiment reconnaissante que tu sortes les poubelles. Ne pensez-vous pas que si des époux entendaient plus fréquemment de tels propos, le climat sentimental serait meilleur dans le couple? Lorsque nous recevons des compliments, nous sommes beaucoup plus disposés à rendre l'appareil. Les moments de qualité. Patrick avait 43 ans quand il a rencontré Gary dans son bureau et après s'être brièvement présenté, il se pencha en avant et dit avec beaucoup d'émotion dans la voix: Monsieur Chapman, j'ai été un insensé sur toute la ligne. Je suis marié depuis 17 ans et ma femme vient de me quitter. Quand ma femme rentrait de son travail, elle me racontait les difficultés qu'elle rencontrait au bureau. Je l'écoutais, puis je disais ce qu'à mon avis elle devait faire. Je ne manquais jamais de lui prodiguer des conseils. Je l'encourageais à faire face à ses problèmes. Le lendemain, elle me faisait part des mêmes problèmes. Je lui demandais si elle avait suivi mes conseils de la veille. Elle secouait la tête et disait que non. Je réitérais donc mes recommandations. Je l'assurais que c'était ainsi qu'elle devait agir. Le surlendemain, même lamentation, même interrogation pour savoir si elle s'était conformée à mes suggestions et même réponse négative. Après 3 ou 4 soirées identiques, je me suis mise en colère. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas de compassion à attendre de ma part si elle ne tenait pas compte de mes conseils, qu'elle n'avait pas à subir un tel stress sur son lieu de travail, qu'elle avait tout pour surmonter ses difficultés. Il suffisait pour cela qu'elle agisse conformément à mes indications. Ainsi, quand elle revint les soirs suivants, écrasée par le même souci, je lui dis: je ne veux plus entendre parler. Je t'ai expliqué ce que tu devais faire. Puisque tu ne veux pas m'écouter, je ne t'écouterai pas non plus. La femme de Patrick désirait ardemment un dialogue de qualité. Son affectivité réclamait de la part de son mari une attention profonde, une écoute sincère de sa souffrance et de ses frustrations. Mais Patrick était sur une autre longueur d'onde. Il avait hâte de parler au lieu d'écouter. Il n'écoutait que pour saisir le problème de sa femme et proposer une solution. Il n'écoutait ni assez longtemps, ni assez attentivement pour percevoir son cri de détresse, son appel au réconfort et à la compréhension. Beaucoup de personnes sont comme Patrick. Ils sont spécialisés dans l'analyse des problèmes et dans la proposition de solutions. Ils oublient que le mariage est avant tout une relation et non uniquement un projet à mener à bien ou des problèmes à résoudre. Une relation exige une écoute bienveillante dans le but de comprendre les pensées de l'autre, ses sentiments et ses désirs. Vous devez être prêt à donner des conseils que s'ils vous sont demandés et jamais de manière condescendante. Nous sommes généralement peu disposés à écouter notre entourage, mais beaucoup plus prompts à raisonner et à parler. Apprendre à écouter peut se révéler aussi difficile qu'apprendre une langue étrangère. Si le dialecte affectif le mieux compris de votre partenaire est le dialogue de qualité, vous ne pouvez vous dispenser de l'apprendre pour le bien de votre foyer. Les moments de qualité consistent donc à accorder à l'autre une attention totale et sans partage. Ce n'est pas s'asseoir à côté de lui pour regarder la télé, car dans ce cas, c'est le programme télé qui capte votre attention, pas le conjoint. Restez assis sur le divan, pourquoi pas, mais la télé éteinte pour pouvoir vous regarder et vous parler en s'accordant mutuellement une profonde attention. Si votre conjoint est sensible au langage des moments de qualité, vous devez vous organiser dans votre planning pour souvent faire des activités juste à deux, comme aller au restaurant, voyager ou faire toute autre activité que vous aimez, mais uniquement avec votre conjoint et de passer un moment de qualité ensemble. Les cadeaux.
Qu'ils soient des objets achetés ou fabriqués ou simplement le don de votre présence, ce sont des symboles d'amour visibles. Ils prouvent que vous pensez à votre conjoint et traduisent la valeur que vous attachez à votre relation. En général, les personnes sensibles aux cadeaux attachent relativement peu d'importance au prix payé. Sauf si vous êtes un millionnaire et vous offrez régulièrement des cadeaux peu coûteux, votre conjoint pourra se demander si vous l'aimez véritablement. Mais si vous êtes une personne avec des ressources modestes, un cadeau de quelques euros peut exprimer des millions d'euros d'amour. Les cadeaux n'ont pas besoin d'être coûteux, ils n'ont pas besoin non plus d'être hebdomadaires. Il existe un cadeau qui parle mieux que n'importe quel autre objet qui tient dans la main. C'est le don de soi ou le don de sa présence. Le fait d'être là quand votre conjoint a besoin de vous est d'une valeur inestimable pour celui qui comprend bien le langage des cadeaux. Dans les moments de crise, la présence physique est le cadeau le plus efficace que vous puissiez donner si votre conjoint est sensible au langage des cadeaux. Votre corps devient le symbole de votre amour. Si votre conjoint est sensible au langage des cadeaux, vous devez devenir expert dans l'art d'en offrir. Les services rendus. Le fait par exemple de faire la cuisine, de ranger ses chaussures, de changer les couches du bébé, de laver la vaisselle ou de passer l'aspirateur peut sembler très anodin ou trop terre à terre pour vous. Mais cela parle énormément à celui qui comprend principalement le langage des services rendus. Les reproches que vous adressez à votre conjoint s'il n'a pas accompli certaines choses pour vous indiquent que vous êtes vraisemblablement sensible au langage des services rendus. Ceux-ci ne doivent jamais être imposés, mais accomplis librement et gratuitement. Il faut aussi qu'ils soient conformes à la requête de votre conjoint. Si votre conjoint est sensible au langage des services rendus, vous pouvez penser à 3 tâches simples que vous n'aimez pas particulièrement accomplir, mais qui feraient plaisir à votre conjoint si vous vous en acquittiez. Faites-lui la surprise de lui rendre ce service sans qu'il vous le demande. Le contact physique. Dans le couple, le toucher est un puissant moyen pour communiquer votre amour. L'étreinte des mains, les baisers, les enlacements, les relations sexuelles sont autant de façons de faire ressentir à votre conjoint qu'il est aimé. Pour certaines personnes, le toucher est un langage de l'amour qu'elles comprennent le mieux. Si elles bénéficient de ce toucher, leur réservoir émotionnel est plein et elles se sentent en sécurité dans l'amour de leur conjoint. A contrario, sans ce contact, elles ne se sentent pas aimées. Un homme dit un jour, « Monsieur Chapman, ma femme est un cordon bleu. Elle passe des heures dans la cuisine et me mijote des plats très élaborés. Moi, je me contenterais bien de viande et de pommes de terre. J'aime la nourriture simple. Je lui ai souvent dit qu'elle perdait son temps. Lorsque cela arrive, elle se sent blessée et prétend que je ne l'aime pas. Ce qui est faux, car je l'aime vraiment énormément. Mais je préférerais qu'elle se simplifie l'existence et qu'elle ne consacre pas autant d'heures à préparer des repas aussi recherchés. Nous pourrions passer davantage de temps ensemble et elle conserverait de l'énergie pour d'autres choses. Pour cet homme, les autres choses désignaient le sexe. Il existe une confusion très répandue chez beaucoup d'hommes. Ils prétendent qu'ils sont prioritairement sensibles au langage du toucher parce qu'ils sont très désireux d'avoir des rapports sexuels. Parce que l'homme est poussé à avoir des relations sexuelles plus ou moins régulières à cause de sa constitution physique, il a tendance à croire que son premier langage d'amour est le toucher. Mais si celui-ci ne lui procure aucun plaisir en dehors des rapports sexuels, il se peut fort bien que ce ne soit pas le langage d'amour auquel il est vraiment sensible. La pulsion sexuelle est différente du besoin émotionnel d'être aimé. Cela ne veut évidemment pas dire que les rapports sexuels n'ont aucune importance. Loin de là. Mais à eux seuls, ils ne peuvent répondre à votre besoin d'amour si votre langage principal n'est pas le toucher physique. En fait, lorsque l'épouse pratiquera la langue d'amour familière à son mari, remplissant ainsi son réservoir émotionnel, et que l'époux fera de même
votre relation sexuelle s'épanouira davantage. Si vous avez découvert que le toucher physique est le principal langage d'amour de votre conjoint, alors seul votre manque d'imagination peut vous limiter pour exprimer votre amour. Découvrez votre langage d'amour. Vous disposez de 3 moyens pour découvrir le langage d'amour qui vous est le plus naturel. Premièrement, dans ce que votre conjoint fait ou omet de faire, qu'est-ce qui vous blesse le plus? L'inverse correspond vraisemblablement au langage d'amour le plus expressif pour vous. Deuxièmement, qu'avez-vous le plus souvent réclamé de votre conjoint? C'est probablement ce qui vous donne le mieux le sentiment d'être aimé. Troisièmement, comment exprimez-vous généralement votre amour à votre conjoint? Ce moyen est celui qui, en retour, vous donne le sentiment d'être aimé. 2 types de personnes peuvent éprouver les difficultés à découvrir leur première langue d'amour. D'une part, celle dont le réservoir émotionnel est plein depuis longtemps. C'est le cas par exemple de l'épouse à qui le mari fait comprendre de plusieurs manières qu'il l'aime. Elle ne sait plus très bien quelle est celle qui lui fait le mieux sentir qu'elle est aimée. D'autre part, l'individu dont le réservoir émotionnel est vide depuis très longtemps, au point qu'il ne se souvient plus de ce qui lui donne le sentiment d'être aimé. Dans les 2 cas, il faut revenir loin en arrière, remonter jusqu'à l'expérience de l'obsession amoureuse et se demander, à cette époque, qu'est-ce que j'aimais particulièrement chez mon conjoint? Les reproches que votre conjoint vous fait à propos de votre comportement vous fournissent l'indice le plus clair sur le langage auquel il est le plus sensible. Les gens ont tendance à formuler les critiques les plus vives dans les domaines qui correspondent à leurs propres besoins émotionnels. C'est leur façon inefficace de réclamer de l'amour. Si vous comprenez ce principe, il peut vous aider à considérer les reproches et les critiques sous un autre jour plus positif et plus utile. Si votre conjoint vous reproche votre attitude, vous pourrez lui demander par exemple: ce que tu viens d'exprimer me laisse à penser que c'est très important pour toi. Pourrais-tu me dire pourquoi? Pour connaître votre langage d'amour privilégié, examinez les paroles ou les actes par lesquels vous faites comprendre à votre conjoint que vous l'aimez. Il est fort probable que vous faites pour lui ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Le véritable amour résulte d'une décision. Chacun des conjoints peut la prendre dès aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. Si vous le pouvez, je vous recommande de lire ce livre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.